Cette conférence Persévérer dans l'égalité, c'est en fait une présentation sur les pratiques égalitaires en éducation qui évitent de renforcer les stéréotypes de genre chez les jeunes de la petite enfance, du primaire et du secondaire. Accueillons Catherine Searwright, agent de développement à la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Merci Stéphanie, bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire ça un petit peu interactif. Là. Je sais que c'est la dernière conférence, on a eu une grosse journée, mais je vais essayer d'être funnée. C'est ça, je m'appelle Catherine Searwright, je suis enseignante de formation, titulaire d'une maîtrise en technologie éducative et c'est moi qui, entre autres, travaille sur le projet des pistes pour persévérer dans l'égalité à la table de concertation des groupes de femmes Gaspésie des Îles depuis maintenant plus de 4 ans. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter d'une part le projet, mais également, de vous présenter le contenu. Donc, qu'est-ce que moi, quand je vais dans les milieux éducatifs, je présente aux acteurs, actrices en éducation. Donc, des pistes pour persévérer dans l'égalité, c'est vraiment un projet en persévérance scolaire qui vise à déconstruire les stéréotypes de genre de la petite enfance au collégial. Comme on avait en même temps une conférence qui traitait des femmes dans les milieux traditionnellement masculins au collégial, on a décidé pour aujourd'hui de se concentrer de la petite enfance au secondaire. Puis, c'est un projet qui était à la base financé par le secrétariat à la condition féminine pour 3 ans. Financement qui est maintenant terminé. On a réussi à poursuivre le projet grâce à un financement de la Fondation Solstice, uniquement pour les communautés anglophones et Mi'kmaq de notre territoire. Parlant du territoire, le Gaspésie-Waagi, donc la table, on est un organisme régional. On a offert des ateliers, on a mené le projet dans des milieux éducatifs de toutes nos MRC et la communauté maritime des îles. Puis, on a vraiment été capable de rejoindre des milieux tant francophones, anglophones que Mi'kmaq dans toutes nos MRC. Là. Donc, on est vraiment fiers d'avoir pu avoir un rayonnement régional. Donc, un peu de contexte sur pourquoi ce projet-là est né. En fait, c'est qu'on voyait que dans l'espace public, il y avait une persistance là, de certaines idées reçues sur le décrochage scolaire qui nous dérangeait un peu à la table. On a vu aussi qu'il y avait de la présence dans les plans d'engagement vers la réussite, donc les anciennement commission scolaire, maintenant centre de services scolaires, doivent avoir des plans d'engagement vers la réussite, donc se donner des cibles pour favoriser la réussite des élèves. Il y avait des cibles qui visaient spécifiquement les garçons. C'est pas un problème de viser spécifiquement la réussite scolaire d'un groupe. Nous, ce qui nous interroge, c'est quelles mesures on met en place pour atteindre ces cibles-là. Puis, on sait que les taux de décrochage scolaire sont plus élevés chez les garçons que chez les filles, mais les conséquences du décrochage scolaire sont plus lourdes chez les filles. Donc, un petit échantillon de certains articles dans les dernières années qui ont attiré notre attention puis qui nous ont amenés à travailler en persévérance scolaire en lien avec les stéréotypes de genre. Donc, des écoles qui essayent de faire des classes non mixtes pour faire des classes juste garçons, juste filles, puis de voir qu'est-ce que ça donne, alors qu'il y a eu plusieurs recherches en éducation qui ont montré que ça n'avait pas d'influence sur la réussite des élèves, puis qu'au contraire, ça favorise les stéréotypes. Donc, des classes où on dit, on va faire des sciences dans les deux classes. La classe de filles va faire plus du jardinage puis de la biologie, puis la classe de gars va faire plus de la robotique. Fait que, tu sais, nous, ça nous questionne beaucoup dans une perspective où on veut déconstruire les stéréotypes.
Ou, par exemple, dans un des plans d'engagement vers la réussite d'une commission scolaire de la région, ben, on a vraiment la réussite des garçons. Mais c'est une bonne chose de prendre en compte les différents stéréotypes qui affectent les élèves, filles et garçons. Mais on veut la réussite des garçons, mais on veut aussi la réussite des filles et évidemment la réussite des élèves qui s'identifient ni comme garçons ni comme filles. Donc ça fait partie du contexte qui nous a amenés à agir dans ce domaine-là. Puis quand je disais que les conséquences du décrochage scolaire sont plus lourdes chez les filles, c'est qu'on voit qu'au Québec, les femmes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires ont un revenu annuel autour de 23 000 alors que c'est de 35 000, presque 36 000 chez les hommes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Donc, c'est beaucoup plus avantageux, entre guillemets, pour les hommes, les garçons, de décrocher que pour les filles. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les garçons qui décrochent vont plus souvent raccrocher après, par l'éducation aux adultes, par exemple, que les filles qui, après quelques années, après avoir décroché, ont souvent des responsabilités familiales ou un emploi vraiment moins bien rémunéré qui ne leur permet pas de retourner aux études, travailler à temps partiel, puis être capable de subvenir à leurs besoins. Donc, pour nous, c'est vraiment important de considérer le décrochage scolaire ou la persévérance scolaire dans une perspective qui tient compte des inégalités qu'il y a entre les filles et les garçons. Donc, de tous ces constats-là est né un projet en collaboration avec Réseau Réussite Montréal, Complice Persévérance scolaire, Gaspésie les îles et La Table pour créer un guide qui s'appelait Persévérer dans l'égalité, qu'on a diffusé dans différents milieux éducatifs pour déconstruire tous ces mythes-là qu'on entend, que l'école n'est pas adaptée aux garçons, qu'au primaire, il y a juste des femmes, fait que c'est normal que les garçons décrochent ou soient pas intéressés, ou qu'on devrait avoir une pédagogie plus active pour les garçons, puis une autre sorte de pédagogie pour les filles. Donc, toutes des idées reçues qu'on a, qui sont en fait des mythes qui ont été étudiés, puis qu'on a vraiment là, la preuve que c'est pas le genre de l'enseignant ou de l'enseignante, par exemple, qui va influencer la réussite éducative des élèves. Donc, après avoir fait ça, c'est là qu'on a commencé le projet des pistes pour persévérer dans l'égalité, parce qu'au-delà de déconstruire les mythes, se former, on sentait vraiment un besoin de « OK, là, j'ai une prise de conscience, je vois qu'il y a des stéréotypes dans l'éducation, mais qu'est-ce que je fais, moi, comme enseignante ou comme enseignant? » Donc, on a vraiment développé des formations. On est allé dans les maisons de la famille, les CPE, avec les responsables en milieu familial, les écoles primaires, secondaires. Donc, on a vraiment touché à beaucoup autant le milieu scolaire que le milieu communautaire. Puis, donc c'est ça, c'est un peu ce que je vous présente aujourd'hui. C'est un résumé des contenus que j'aborde dans ma première rencontre avec les enseignants-enseignantes ou les acteurs-actrices qui travaillent avec les jeunes. Donc, d'abord, on explore les stéréotypes de genre et la persévérance scolaire, parce que c'est pas un lien qu'on fait naturellement. T'sais, on sait que, bon, les taux de décrochage scolaire sont plus élevés chez les garçons que chez les filles. On sait dans la région qu'ils sont beaucoup plus élevés dans la population anglophone et qu'ils sont encore plus élevés dans la population autochtone. Donc, nous, le lien entre persévérance scolaire et stéréotypes de genre, c'est pas un lien qu'on fait super facilement. Donc, c'est un peu ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. D'abord, les stéréotypes de genre, qu'est-ce que c'est? C'est des clichés qui sont réducteurs, qui associent les femmes, les hommes, les filles, les garçons à deux univers séparés en leur assignant des caractéristiques distinctes. Évidemment, quand on parle de stéréotypes de genre, c'est très binaire. Aujourd'hui, on a parlé de déconstruire
notre perception justement de la binarité des genres, mais le fait que le genre est binaire, c'est aussi un stéréotype. Puis on sait que ces stéréotypes-là, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose que je sais pas, là, je cherche un exemple, là, j'aime le rose parce que je suis une fille. Non, tu sais, c'est quelque chose qu'on m'a transmis ou c'est quelque chose qu'on apprend dès notre plus jeune âge. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de nommer des stéréotypes de genre? Oui. Oui, la fille, la poupée, le garçon, le camion. Oui, les filles sont gentilles et douces, j'ajouterais. Les garçons ont du caractère. Oui. Ah ouais. Quand les mamans restent avec les enfants, c'est normal. Puis quand les papas restent avec les enfants, c'est du gardiennage. Ça, c'est interdit chez nous de dire ça. C'est du gardiennage où les femmes, c'est normal qu'on reste à la maison avec les enfants, puis les papas qui le font sont tellement extraordinaires. C'est tellement les papas impliqués. Oh wow, tu sais, on devrait leur donner genre une médaille pour s'occuper de leurs enfants. D'autres choses? Oui. Oui, c'est ça. Les filles vont faire de la danse, du ballet, des sports où il y a plus de grâce. Les garçons vont jouer au hockey. Oui, c'est ça. La maman qui arrive avec du Dixili, oh boy, elle est pas vaillante, puis elle est pas une bonne mère, mais le papa qui arrive avec du Dixili est vraiment cool, lui. Oui. Ouais, les mêmes émotions sont pas perçues de la même façon que quand on est une fille ou un garçon. Donc, les pleurs, les larmes, c'est accepté chez les filles, c'est juste bien normal qu'une fille braille. Puis, ben, les femmes en colère, ben c'est ça, être hystérique. Puis les garçons, ils s'affirment, hein, ils mettent son poing sur la table. Oui, ben, d'abord, c'est très hétéronormatif. On assume que nos enfants, euh, au CPE ou en milieu de garde, déjà, tu sais, sont sexualisés ou sont hétéros, hein, évidemment. Comment pourrait-il en être autrement? Puis, ben c'est ça, tu sais, il est charmeur, toi, tu vas briser des cœurs. On en a plein des bons exemples de stéréotypes. Donc, c'est vraiment des choses qu'on entend souvent, tu sais, qu'on entend très tôt. Tu sais, moi, bon, là, je suis enceinte. C'est un gars ou une fille? Tu sais, c'est une question vraiment pour faire un peu de la conversation, mais tu sais, moi, je suis c'est un bébé, tu sais, je sais pas, on va voir, mais tu sais, je me suis déjà fait dire, ben là, comment tu vas faire pour décorer ta chambre? Ben, il va prendre cette chambre-là, puis ça va être tout, là. Mais ça commence très, très, très tôt. Mais c'est pas des choses qui sont comme naturelles. C'est pas parce que je suis née avec un corps féminin que j'aime la danse. Pour prendre un truc vraiment stéréotypé. Donc, ce qu'on observe par contre, c'est que les stéréotypes qu'on associe aux filles et aux garçons, quand on regarde les données, bon, quel comportement ont les filles et les garçons dès la petite enfance, bien, on voit dans les observations sur le terrain, dans les études de la santé publique, que il y a des différences entre les filles et les garçons. Donc, les garçons vont développer davantage leur motricité globale, les filles leur motricité fine.
dans le 0-5 ans. Les filles, quand elles arrivent à la maternelle, elles sont moins vulnérables sur les plans du langage et de la maturité affective que les garçons, c'est-à-dire qu'elles sont mieux capables de gérer leurs émotions et elles parlent davantage, connaissent davantage de mots. Et dès la petite enfance, dès l'âge de 3 ans à peu près, les enfants sont capables de reconnaître ça, c'est un jouet de garçon, ça, c'est un jouet de fille. C'est des choses qu'ils ont appris dans leur environnement. Puis c'est aussi des choses qui vont influencer leur rapport à l'apprentissage, on va en reparler. Mais disons, développer sa motricité fine, bien, ça nous permet, quand on arrive à la maternelle, quand on arrive en première année, d'être capable d'écrire plus rapidement des belles lettres. Puis d'avoir plus de langage, d'avoir plus de facilité à lire, de connaître plus de mots. Bien, il y a comme le stéréotype de les filles écrivent bien, les gars écrivent en pattes de mouche là, dans le milieu scolaire. Mais c'est sûr que si dès la petite enfance, tous les jeux auxquels tu joues comme fille, c'est des jeux qui te permettent de développer ta motricité fine, bien, tu pars avec une longueur d'avance pour être capable d'écrire. Côté motricité globale, les garçons qui jouent sur des petits camions, des petits 4 roues, vont développer une confiance, une agilité, une motricité globale qui font qu'en éducation physique, ils ont une longueur d'avance sur les filles, puis ça influence le sentiment de compétence. Donc, c'est des stéréotypes. On sait que c'est pas naturel, mais on voit que dès l'enfance, les enfants développent des attitudes, des habiletés, des comportements qui sont cohérents avec les stéréotypes. Au primaire, ce qu'on observe, c'est que les garçons, ils pensent que, bon, pour être un vrai garçon, il faut être sportif, il faut être un peu tannant, un peu indiscipliné. Il ne faut pas trop se soucier de nos résultats scolaires, puis il faut être capable de se défendre. Les filles, elles, vont avoir moins confiance en elles, vont sous-estimer leurs compétences. Donc, quand on a il y a plusieurs études qui ont été faites, là, que on a un exercice à faire. Combien tu penses que tu vas avoir à l'exercice? Les garçons, 9 sur 10. Les filles, 5, 6. Puis, on voit que les garçons vont avoir moins que ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient prédit qu'il y aurait. Et les filles vont avoir plus que ce qu'ils avaient prédit qu'elles auraient. Puis, les filles, dès l'âge de 7 ans, vont être plus insatisfaites de leur apparence. Donc, dès l'âge de 7 ans, sont capables de dire une partie de leur corps qu'elles voudraient changer. Et on voit aussi que les garçons adhèrent davantage aux stéréotypes de genre que les filles. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées de pourquoi les garçons adhèrent plus aux stéréotypes que les filles? C'est plus valorisant dans quel sens? Ouais. Les stéréotypes associés aux garçons sont, puis là, si on y va vraiment grossièrement dans les stéréotypes, être fort, avoir du leadership, parler en public, être autonome, c'est plus valorisant que la discrétion, la gentillesse, la soumission, j'oserais dire. Donc, écouter les consignes pour remettre en question rien, c'est plus valorisant les stéréotypes masculins. Puis, les transgressions sont moins tolérées que dès la petite enfance, quand les jeunes filles jouent avec un jouet dit de garçon, c'est plus toléré qu'un garçon qui va vouloir jouer avec un jouet dit de fille. Il y a vraiment un plus grand malaise. Les éducatrices avec qui on a travaillé l'observent beaucoup chez
Les enfants les éducatrices, elles, que tu joues avec un jouet ou pas, en tout cas, celles avec qui on a travaillé, il n'y avait pas de différence, mais souvent, si le papa vient chercher son enfant au CPE, il est déguisé en princesse, il y a un malaise, tu sais, puis les enfants, ils ressentent ces malaises-là, là, tu sais, c'est vraiment perceptible, c'est comme ça qu'ils apprennent que, ah, OK, non, c'est pas correct que je fasse ça. Oui. Qu'on nommera pas ici, là, mais on les a toutes dans notre tête. Oui, donc l'hétérosexualité est aussi quelque chose qui est attendu de nos enfants, filles et garçons, mais qui est beaucoup attendu des garçons. Fait que si on déroge des stéréotypes, de la liste de stéréotypes masculins, ben il y a des parents effectivement qui vont se poser des questions en ce sens-là. Si on regarde au secondaire, on voit que ça se poursuit en fait, l'adhésion aux stéréotypes. Que les garçons vont chercher à prouver leur virilité aux autres garçons non seulement en adoptant les stéréotypes, mais aussi en rejetant tout ce qui est féminin. Donc, c'est pas seulement d'adopter les stéréotypes, c'est vraiment de se placer en opposition le plus loin possible de tout ce qui est considéré comme féminin, alors que les filles au secondaire vont être plus ouvertes et à l'écoute de tout ce qui est le monde des adultes, plus animées d'une volonté de se faire accepter par les autres, un souci plus de l'apparence encore qui persiste au secondaire. Encore une fois, les garçons vont adhérer plus aux stéréotypes. L'aspect des relations humaines, l'aspect relationnel, ma famille, mes amis, être aimé de l'enseignant-enseignante, ça aussi, ça prend beaucoup de place chez les filles adolescentes au secondaire. Donc, c'est ce qu'on voit, je dirais malheureusement. On sait que les stéréotypes existent, on les connaît, on est capable d'en nommer plein. On sait que c'est construit, que c'est pas quelque chose avec lequel on naît, mais on voit que on est capable de mesurer ces comportements-là ou de voir des tendances chez les filles, les garçons, chez les élèves au fond de notre territoire. Mais c'est quoi le lien avec la persévérance scolaire, allez-vous me dire? Le Conseil supérieur de l'éducation, il y a déjà plusieurs années, mais ça a été repris par d'autres études par la suite, a démontré que les élèves qui adhèrent le plus aux stéréotypes de genre vont être ceux et celles qui vont le plus décrocher. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'étais comme surprise. Là. Je me demandais, OK, je comprends pas trop le lien. Mais quand on regarde, ben pourquoi les jeunes décrochent, en fait? C'est quoi les raisons que les jeunes qui décrochent invoquent? Quand on regarde les garçons, ils vont nommer le désir ou le besoin de travailler, d'être un pourvoyeur. Ils vont nommer aussi qu'ils ont des conflits avec le personnel enseignant, avec l'autorité, qui ont été suspendus ou qui ont des enjeux au niveau du comportement dans l'école. Ils vont dire plus souvent qu'ils n'aiment pas l'école. Donc, les problématiques vont être vraiment plus extériorisées. Puis, c'est vraiment un stéréotype plus masculin de défier l'autorité, être autonome, pas se laisser marcher ses pieds, pas se faire dire quoi faire. Alors que dans le système scolaire, ben, on a une personne enseignante qui représente la figure d'autorité ou la direction, par exemple. Puis, en jaune, en dessous, c'est, comme je vous dis, on a travaillé avec les communautés Micmac aussi. Chez les communautés Micmac, on voit qu'il y a beaucoup plus de frustration en lien avec le travail scolaire à faire chez les garçons. Quand on regarde pourquoi les filles décrochent, elles vont dire qu'elles vivent comme des moments plus fragiles au niveau de leurs relations, qu'elles vivent de l'adversité familiale, donc
pas de soutien parental, s'il y a de la violence dans leur milieu de vie, les parents qui seraient judiciarisés, si elles-mêmes ont des responsabilités familiales de prendre soin, que ce soit de pallier à un rôle parental qui serait défaillant ou de prendre soin de plus jeunes frères et sœurs. Donc ça influence leur espace mental disponible pour l'apprentissage. Ils vont avoir plus souvent des problèmes de santé mentale, vivre la détresse psychologique. Donc, toutes les problématiques qui sont plus intériorisées. Puis, chez les communautés Micmac, on va plus souvent évoquer aussi le fait de vivre une grossesse ou d'avoir des responsabilités familiales dès le secondaire. Donc, ça, évidemment, ça influence notre capacité à poursuivre des études secondaires, postsecondaires. Donc, on voit que les jeunes qui décrochent pour des raisons qui sont différentes, filles et garçons. Donc, c'est pour ça qu'au début, quand je parlais des plans d'engagement vers la réussite, c'est pas un problème d'avoir des cibles différentes pour les filles et les garçons, mais parce que les raisons sont différentes, mais il faut connaître pourquoi filles et garçons décrochent, puis travailler sur la question des stéréotypes. C'est ce que nous, on a décidé de faire depuis 4 ans. Donc, on s'est intéressé à 2 champs principaux. Le premier, c'est le rapport à l'apprentissage. Le deuxième, c'est l'expérience scolaire. Fait que le premier, le rapport à l'apprentissage, c'est vraiment comment les élèves, les jeunes perçoivent l'apprentissage, l'école, les matières, leurs sentiments personnels par rapport à leur tâche d'élève, leur travail d'élève. Puis l'expérience scolaire, c'est vraiment comment les institutions, fait comment l'école, le programme, le système scolaire traite les élèves. Je ne vous vendrai pas de punch, là, mais on ne les traite pas exactement pareil s'ils sont des filles ou des garçons. Donc, le rapport à l'apprentissage, c'est vraiment comment eux vont percevoir l'apprentissage et le système scolaire. Puis, on a commencé à étudier ça dès la petite enfance. Donc, dès qu'ils sont jeunes, les enfants vont préférer jouer avec des jouets qui sont traditionnellement associés à leur genre, parce qu'entre autres, ils perçoivent que c'est ce qu'ils doivent faire. Les jouets qui sont traditionnellement féminins vont amener les filles à développer davantage la motricité fine, le langage. Fait que tous les jeux symboliques, la petite cuisinette, les poupées, toutes les billes, toutes les petites choses qui vont nous amener à développer non seulement la motricité fine, mais aussi la gestion des émotions, la maturité affective, le langage, je fais parler mes toutous, mes poupées ensemble. Puis, les jouets traditionnellement masculins, eux, vont souvent être liés à la violence. Moi, je ne comprends pas qu'il y a comme des fusils, jouets. Ça sert à tuer des gens, en tout cas. Ça va être lié au sport, à la motricité globale, fait que les ballons, les petits 4 roues, les petits camions, puis les habiletés visuo-spatiales. Donc, les blocs de construction, ça nous permet vraiment de développer nos compétences visuo-spatiales. Puis ce qu'on voit, c'est que les garçons ont une longueur d'avance quand ils arrivent à l'école primaire pour tous les problèmes de géométrie, toutes les affaires d'ingénierie. Tu sais, il y a une différence qui est observable. J'en vois qui sont crampés. Non, mais on a été socialisés d'une façon. Là, moi aussi, j'ai eu bien de la misère avec mes cours de dessin technique. Au primaire, on voit que les filles vont avoir un sentiment de compétence plus fort en français et plus faible en maths. Donc, même avant d'avoir fait quoi que ce soit ou appris quoi que ce soit, elles sentent qu'elles vont être meilleures pour l'exercice en français et elles vont pas vouloir prendre la parole pour donner une réponse en maths, par exemple. Mais elles vont avoir un rapport positif à l'école et donc elles vont dire plus souvent qu'elles aiment l'école, se sentir bien, tout ça, et vont avoir un seuil de satisfaction très élevé par rapport à c'est quoi un bon résultat scolaire.
pour les filles au primaire, un bon résultat scolaire. Premièrement, c'est sûr que c'est en haut de la moyenne. Puis, c'est vraiment plus élevé que pour un garçon. C'est quoi un bon résultat scolaire? Les garçons, eux, vont avoir un rapport plus négatif à l'école, vont dire qu'ils aiment l'école pour faire les sports et les loisirs qui viennent avec ça. Ils vont moins s'investir, vont aussi moins comparer leurs résultats scolaires que les filles. Ce qu'on remarque, c'est que quand on donne les résultats scolaires aux élèves, les filles vont comparer leurs notes. Les garçons, eux, vont pas vraiment le faire, s'en soucient moins. Mais les garçons qui ont des bons résultats vont pas non plus le dire, parce que c'est pas vu comme masculin d'avoir des bons résultats scolaires. Hein. C'est vraiment associé à l'univers des filles. Donc, vont plus souvent garder ça pour eux et vont surestimer, comme je le disais tantôt, leur capacité à résoudre les problèmes versus les filles vont se sous-estimer. Quand on arrive au secondaire, on voit que les filles vont attribuer une valeur intrinsèque aux résultats scolaires. Donc, quand je reçois une note, ben, les filles vont associer ça à leur valeur, à elles comme personne. T'sais, si j'ai une mauvaise note, c'est parce que je suis mauvaise. Alors que les garçons, eux, c'est plus extrinsèque. Bon, ouais, j'ai eu une mauvaise note, mais comme ça veut rien dire sur moi ou ma compétence. Les filles vont accorder plus de valeur à l'obtention d'un diplôme. C'est plus important pour elles d'aller chercher le diplôme. Quand on regarde les salaires que font les hommes et les femmes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, on comprend que c'est pas mal plus avantageux d'aller en chercher un, tu sais. Puis pour les filles, il y a aussi la menace du stéréotype qui va affecter leur performance. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la menace du stéréotype? OK. C'est un concept qui vient d'une expérience qui avait été faite aux États-Unis. On parlait de la menace du stéréotype, du fait que les personnes noires étaient pas bonnes. On assumait qu'ils n'étaient pas bonnes en maths. Puis, dans une classe, on faisait faire un exercice de mathématiques à un groupe d'élèves. Puis, dans une autre classe, on faisait faire le même exercice de mathématiques à un groupe d'élèves, mais en faisant référence au début de l'exercice au concept de race. Même pas de dire, je vous fais faire un exercice, mais on sait bien, tu sais, les élèves blancs vont être meilleurs. Donc, c'est juste de faire référence au fait qu'on n'a pas tous la même couleur de peau avant l'exercice, mais les élèves noirs performaient moins bien que les élèves blancs, alors que dans le groupe témoin, où on ne faisait pas référence au concept de race, il n'y avait pas ça. On a reproduit l'expérience avec une référence au genre des élèves. Et ce qu'on voit, c'est que les filles performent moins bien quand on fait référence au genre des élèves avant un exercice de mathématiques, où l'expérience a été refaite sous une autre forme. Donc, on donne un exercice à faire aux élèves, on leur dit que c'est un exercice de dessin. Les filles performent mieux que les garçons. Alors que quand on leur donne le même exercice à faire, on dit c'est un exercice de géométrie, les garçons performent mieux que les filles. Juste parce que les filles ont un sentiment de compétence plus faible en mathématiques, plus fort en dessin, et vice-versa pour les garçons. Donc, c'est ça la menace du stéréotype. Ça a même été, il y a même des expériences qui ont été faites en médecine, au niveau du leadership d'équipe médicale, qui démontre encore ce phénomène-là, même rendu à un niveau universitaire dans la formation des médecins. Fait que le fait qu'on sait on n'est pas supposé, quand on est une fille, être bonne en maths, mais juste ça affecte notre performance concrète. Côté des garçons, bon, on l'a dit, ils perçoivent plus d'avantages à l'abandon scolaire, puis ils vont vraiment s'éloigner des attitudes qui sont perçues comme féminines, dont fait partie aimer l'école, lire et être dans un esprit de collaboration. Donc, les garçons sont souvent placés dans un esprit de compétition. C'est toi qui vas arriver en premier, c'est toi qui vas courir le plus vite, t'es le meilleur. Donc,
dès leur plus jeune âge, sont placées plus dans un esprit de compétition, les filles collaboration. Fait que c'est toutes des attitudes, tu sais, aimer lire, aimer l'école, aimer la collaboration, c'est des attitudes qui favorisent la réussite scolaire. Si on n'a pas des bonnes compétences en lecture, c'est dur de bien réussir dans toutes les autres matières, tu sais, parce que ta question en sciences, ben, elle est écrite dans ton examen. Donc, le fait que on encourage les stéréotypes, ben, ça fait qu'on éloigne les garçons d'attitudes qui pourraient favoriser leur réussite scolaire. Par rapport aux communautés Mi'kmaq, l'école occidentale, notre système scolaire, va vraiment se poser en rupture par rapport à leur culture et aux enseignements traditionnels. Donc, c'est un tout autre système que celui qui était utilisé traditionnellement pour l'éducation des enfants dans les communautés autochtones. Une autre chose qui a affecté le rapport à l'apprentissage des élèves autochtones, c'est les pensionnats et le système colonial. Donc, évidemment, ça a affecté négativement le rapport que j'ai juste au bâtiment de l'école. Est-ce que mes parents veulent m'apporter à l'école? Est-ce que mes parents veulent m'encourager à aller à l'école? Bien, on peut comprendre qu'il y a des traumatismes intergénérationnels qui ne favorisent pas un rapport positif à l'école et à la fréquentation scolaire. Puis traditionnellement, chez les Mi'kmaq, l'apprentissage se faisait beaucoup par modélisation. Donc, on démontrait les choses, on donnait l'exemple, mais on leur disait pas « faut que tu apprennes telle chose dans tel ordre, c'est comme ça que ça se fait ». Puis là, tu écris « je cherche », puis là, tu écris les informations que j'ai. C'était vraiment plus, on s'attendait des enfants qu'ils apprennent par observation, plus que par coercition. Puis la réussite scolaire pour les communautés autochtones va se définir différemment. Tu sais, pour nous, il faut que tu termines ton secondaire en 5 ans avec une moyenne de temps si tu veux être capable de poursuivre. Tu sais, on a vraiment des objectifs de performance qui ne rejoignent pas la culture Mi'kmaq. Donc, oui, il y a les stéréotypes de genre, mais il y a aussi tous ces éléments-là qui viennent, on a parlé des oppressions croisées ce matin, qui viennent influencer le rapport à l'apprentissage et la persévérance scolaire des élèves. Au niveau de l'expérience scolaire, donc ça c'est comment filles et garçons, donc tous les élèves, sont traités différemment dans leur parcours éducatif. En service de garde éducatif, pour commencer, ce qu'on voit, c'est que les éducatrices, et là je pourrais dire aussi les parents, les adultes, vont complimenter davantage les filles sur leur apparence et les garçons sur leurs habiletés. Puis ça se poursuit au primaire et au secondaire. Mais vont dire « Hey, t'as des nouveaux souliers, tu vas courir vite avec ça. Ah, elle est donc bien belle, ta nouvelle robe, ça te fait vraiment bien. » Fait que c'est juste une façon d'être, pour les adultes, de démontrer de l'affection, de saluer les enfants. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que plus souvent, on commente l'apparence physique des filles en leur disant qu'elles sont belles et aux garçons en leur disant qu'ils sont forts. Quand il y a un conflit entre deux enfants, souvent, on va demander aux filles de concilier parce qu'on assume que les filles sont meilleures pour gérer leurs émotions. Fait que pour gérer un non, on se dit si je demande à Juliette de prêter le ballon en premier à Victor, je vais m'éviter la crise de bacon de Victor si je fais l'inverse. Fait que des fois, on est plus tenté de faire comme ben Juliette, toi, je sais que tu vas être capable de gérer un non, là. Fait qu'on va commencer par Victor, tu auras le ballon après. Mais ça a des conséquences à long terme de ne pas être capable de gérer un non, de ne pas être capable de gérer un refus ou de ne pas être capable de concilier. On va remarquer aussi que dans certains services de garde, les jouets vont être répartis selon le genre. Fait que là, je vais mettre les blocs, les voitures. Puis là, de l'autre côté, je vais mettre les poupées, la cuisinette. Mais ça fait qu'il y a des enfants qui
des enfants, des filles, par exemple, qui se disent « Hey, moi, j'aimerais ça aller jouer avec la voiture, mais il y a juste les garçons de l'autre bord. Puis les filles sont toutes de mon bord. Mais il y a comme toute la pièce à traverser pour aller dans l'autre espace. » Fait que d'avoir des espaces différenciés, mais ça encourage les stéréotypes. Les petites filles se disent « Je vais rester de mon bord », les petits garçons « Je vais rester de mon bord ». Puis, quand on joue dehors, que ce soit dans la forêt ou dans un parc, la prise de risque, fait que grimper un peu trop haut par rapport à t'es rendu où dans tes compétences, dans tes habiletés comme enfant, ça va être plus toléré chez les garçons que chez les filles. L'expérience scolaire, bon, au primaire et au secondaire, il y a une étude qui a été faite par le Conseil du statut de la femme en 2016 qui a questionné des futurs enseignants-enseignantes. On leur a présenté des dossiers, comme un dossier d'élèves fictif, puis on leur a demandé d'évaluer pourquoi l'élève a des difficultés, pourquoi l'élève n'a pas passé, par exemple. Puis les dossiers qui avaient un nom féminin, les futurs enseignants-enseignantes disaient que les difficultés de l'élève, c'est parce qu'elle n'a pas compris. Il y a des choses qu'elle n'a pas saisies. Il faudrait qu'elle fasse du rattrapage, ou il faudrait qu'elle vienne en aide pédagogique. Les dossiers qui avaient des noms masculins, ben, les mêmes difficultés, que c'était le même dossier, là. On les associait au comportement de l'élève. Il n'a pas fourni assez d'efforts, il n'écoute pas bien en classe, des choses comme ça. Donc, c'est des études qui ont été reproduites en France aussi. Donc, on assume que quand les filles réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Quand les garçons réussissent pas, parce qu'ils n'ont pas voulu mettre l'effort. Ou quand, par exemple, j'ai des élèves qui n'ont pas fait leur devoir. Ben, si j'ai une fille qui n'a pas fait son devoir, ben ça doit être parce qu'elle n'a pas compris, fait que je vais y expliquer, puis je vais prendre le temps. Si j'ai un garçon qui n'a pas fait son devoir, ça doit être parce qu'il s'en fout. Il ne trouve pas ça important. Alors que c'est peut-être parce qu'il ne comprend pas. Il faudrait que je m'assoie avec puis que je prenne le temps de lui expliquer. Mais ça fait partie des stéréotypes. On se dit, ben, les gars, ils n'aiment pas l'école, ils ne mettent pas d'efforts. C'est normal. L'école, c'est pas fait pour les garçons. Mais ça favorise pas la persévérance scolaire. Surprise. Toujours au primaire et au secondaire, dans l'étude du Conseil du statut de la femme, on avait questionné les enseignants-enseignantes sur leurs attentes par rapport aux élèves. Donc, dans toutes les personnes qui ont répondu à l'étude, il y avait 76% des enseignants-enseignantes qui croyaient que les garçons préfèrent naturellement les activités qui mobilisent des habiletés techniques ou mathématiques. 73% qui disaient que les filles sont plus appliquées et plus disciplinées. Et 72% qui croient que les élèves ont des modes d'apprentissage qui vont être différents en fonction de leur sexe. Donc, les attentes qu'on a envers nos élèves, ça influence leurs résultats. Ça s'appelle l'effet Pygmalion. Donc, si je m'attends à ce que certains élèves performent bien, ben, mes attentes comme enseignante vont se répercuter dans leur vraie performance. Au niveau des actions qui sont posées, dans la correction des travaux, les filles vont recevoir plus de compliments ou de commentaires par rapport à la forme. Donc, belle écriture, belle calligraphie, bravo, bonne conduite, bon travail, ta présentation est soignée. Alors que les garçons, ça va être plus par rapport, ils vont avoir plus de commentaires par rapport vraiment au contenu du travail et à leur performance. Tu es super intelligent, tu dois avoir un don, tu es créatif. Donc, ça, c'est des choses qui sont notées dans la façon dont on enseigne, qu'on ne se rend pas compte. Il n'y a pas un enseignant avec qui j'ai travaillé ou une enseignante qui m'a dit « Ouais, moi, je trouve ça important de traiter les filles et les garçons différemment. » Tout le monde veut traiter les filles et les garçons, tous ses élèves de la même façon. Mais les stéréotypes, on les a appris depuis tellement longtemps que sans s'en rendre compte, on les perpétue. L'école est aussi un lieu de reproduction des stéréotypes.
D'abord par les manuels scolaires. Donc, les manuels scolaires qui sont dans les écoles passent par le filtre du bureau didactique. Le nom m'échappe, mais bref, il y a dans notre système d'éducation, au ministère, les manuels sont évalués. Il y a plusieurs critères, des critères obligatoires, des critères facultatifs. Puis, il y a un critère que c'est la mise en valeur de l'apport des femmes à l'histoire et l'explication de leur absence. Mais c'est optionnel. On n'a pas besoin de l'expliquer pour que notre manuel comme maison d'édition soit approuvé pour aller dans les écoles. Il y en a qui le font, mais c'est à la discrétion de l'éditeur. Fait que ça, c'est sûr que ça influence la perception que les élèves ont du rôle des hommes et des femmes dans la société. Au niveau du programme, il y a certains contenus disciplinaires en histoire, par exemple, qui vont laisser croire que l'égalité est atteinte. Par exemple, on parle des mouvements, les suffragettes, OK, ils ont le droit de vote. Après ça, il y a eu l'égalité salariale en 2006. Puis après ça, l'égalité était faite, tu sais. Ben non, ça continue. Puis en sciences, par exemple, la majorité des scientifiques qui sont à l'étude, c'est des hommes. Il y a genre Marie Curie. Mais il y a d'autres scientifiques femmes qui ont contribué à l'avancement des sciences. Puis au niveau des politiques d'établissement, fait que vraiment les écoles, il va y avoir des choses qui vont reproduire les stéréotypes. Un élément qu'on a beaucoup travaillé avec les écoles sur le territoire, c'est les codes vestimentaires, qui sont souvent très axés sur qu'est-ce que les filles peuvent ou surtout ne peuvent pas porter ou peuvent ou ne peuvent pas montrer. Qui reproduisent aussi beaucoup d'aspects de la culture du viol. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec quelques écoles. Les activités parascolaires, qu'est-ce qu'on offre comme activités parascolaires? Quels élèves participent aux activités parascolaires? Qui ont réussi à aller chercher par les activités parascolaires? C'est donc des questions qu'on veut que les écoles commencent à se poser. Le code de vie. Comment on s'attend que les élèves se présentent, discutent, agissent. Donc, est-ce qu'on l'applique de la même façon, notre code de vie, comme personnel scolaire, quand on intervient auprès d'une fille ou d'un garçon? Est-ce qu'on tolère plus si un garçon est comme impertinent versus une fille? On s'attend à ce que les garçons défient l'autorité, puis quand une fille le fait, hey, c'est comme non, c'est pas supposé faire ça, mais le gars vient de le faire, tu sais. Puis les plans d'engagement vers la réussite, on a beaucoup de cibles genrées pour favoriser, pour diminuer le décrochage scolaire des garçons, mais le décrochage scolaire des filles aussi, il faut s'en préoccuper, il faut aussi qu'il soit dans notre plan d'engagement vers la réussite parce que les conséquences pour les filles et les garçons ne sont pas les mêmes du décrochage scolaire. Finalement, comment l'école traite les élèves autochtones. On voit qu'il y a beaucoup de racisme encore et de colonialisme envers les élèves Mi'kmaq dans les écoles. Au niveau des contenus d'apprentissage, on parle des Autochtones au temps de la colonisation. À un moment donné, ils disparaissent, on n'en parle plus. Puis là, au 20e siècle, dans l'histoire, il y a des mobilisations autochtones. C'est comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé entre genre la colonisation puis les mobilisations du 20e siècle, puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sinon, on remarque dans les études que les enseignants-enseignantes s'attendent à ce que les élèves autochtones performent moins bien que les élèves allochtones. Donc ça a comme un double effet. On s'attend à ce que les garçons performent moins bien, mais les garçons autochtones, on s'attend à ce qu'on va les perdre d'ici la fin du secondaire. Et on voit que les élèves Mi'kmaq vont être marginalisés, exclus par la conduite raciste de leurs pères, de leurs enseignants-enseignantes et du système d'éducation oppressif, parce que le système d'éducation y est développé par et pour notre population occidentale. Donc, c'est sûr que ça rentre en confrontation avec les traditions Mi'kmaq.
Êtes-vous pas trop déprimés? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vois que le temps file. Puis là, Stéphanie se rapproche de moi. Nous, ce qu'on a décidé de faire, bon, j'ai parlé des formations, mais on a aussi développé énormément d'outils pour permettre aux enseignants, enseignantes et à tous les intervenants qui interviennent auprès des jeunes d'agir. Parce que c'est une chose d'avoir ces prises de conscience-là, mais les enseignants, enseignantes, leur assiette est pleine. Puis là, on leur rajoute le brossage dedans. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça récemment. Là. Mais bref, nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit facile pour les enseignants, enseignantes de changer leur pratique, de faire des activités. Donc, on a développé un site web. Là, il s'appelle enseignerlégalité.com, qui a une version en français, en anglais et adaptée aux communautés Mi'kmaq. Puis, on a nos 4 niveaux dont je parlais au début, petite enfance, primaire, secondaire, collégiale. Puis dans chacun de ces niveaux-là, ben, on va avoir des activités. Tu peux peut-être en choisir une à ta guise, Eric. Oui, le primaire. Donc, il y a vraiment tout le contenu plus théorique que je vous ai présenté aujourd'hui. Mais si on descend, on a vraiment des activités par matière, par cycle, pour que on puisse animer des activités qui visent la déconstruction des stéréotypes de genre. Ou si on voit qu'on a des élèves qui ont adopté des comportements qu'on trouve stéréotypés, bien qu'on peut les travailler avec les filles, avec les garçons de manière différente. Puis, on a aussi développé des trousses de livres égalitaires, donc des livres pour les enfants de 0 à 12 ans. Donc, on a, tu peux aller sur l'autre site, ça s'appelle les trousses kaléidoscope, qu'on a développé avec le réseau Biblio Gaspésie et de la Madeleine, parce que on sait qu'un des déterminants de la persévérance scolaire, c'est la compétence en lecture. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que partout sur le territoire, ce soit possible d'avoir accès à des livres jeunesse. Les trousses sont classées par âge. Et chaque trousse vient avec 5-6 livres et une activité à réaliser avec les enfants par livre. C'est pas facile nécessairement d'avoir accès à des livres qui présentent une perspective égalitaire, qui déconstruisent les stéréotypes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé avec le réseau. Puis, on a des trousses en anglais aussi, parce que si c'est difficile pour les communautés francophones sur le territoire de trouver des livres qui ont des perspectives égalitaires, pour les communautés anglophones, c'est encore plus difficile. Donc, ces trousses-là peuvent être empruntées par n'importe qui a une bibliothèque, qui va dans sa bibliothèque municipale, ou si on n'a pas de bibliothèque municipale affiliée avec le réseau Biblio, on peut le commander nous-mêmes sur le site, l'emprunter pour 2 mois, puis faire toutes les activités avec les enfants. Fait que ça c'était un des gros morceaux de notre projet dont on est vraiment fiers parce que ça se perpétue. Fait que c'est ça! Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, ou est-ce que vous avez eu des moments de, je sais pas, d'épiphanie, de choc? Oui? Hmm. Oui, c'est bon, on va prendre ce micro-là. Mais oui. Moi, c'est Colette. Oui, Colette, tu peux descendre le micro un petit peu. Ouais. Elle, euh, j'ai 73 ans, puis je pensais vraiment que ça n'existait plus, ça. Parce que dans mon temps, c'était courant, parce qu'il y avait école de filles, école de garçons. Au secondaire, on avait une grille qui avait 20 pieds de haut pour séparer la cour des garçons des filles. Il ne fallait jamais approcher ça. Puis dans les garderies, c'était pareil. C'est petit gars, fille, petit coin garçon, petit coin. Et ça, je pensais même pas que ça existait encore dans les garderies. Je pensais que les jouets étaient tous mélangés. Puis... Ça dépend vraiment des milieux. Il y a encore un grand bout à faire, je peux te dire.
Mais c'est ça, tu sais, quand on regarde les stéréotypes qui sont impliqués dans le décrochage scolaire, c'est pas les garçons décrochent pas parce qu'ils aiment le bleu, puis les filles décrochent pas parce qu'ils aiment le rose. C'est vraiment des stéréotypes qui sont plus insidieux, qui sont moins frappants. Tu sais, les filles vont dans les métiers traditionnellement masculins et les garçons dans les métiers traditionnellement féminins. Mais c'est vraiment tout au niveau de le prendre soin. C'est encore très présent comme attitude valorisée chez les femmes. L'apparence, le fait de devoir faire des études poussées pour espérer avoir un salaire un peu égal à celui des hommes. Puis, ben, les garçons, les stéréotypes sont plus présents aussi, mais c'est pas parce qu'ils aiment les camions qu'ils vont décrocher, tu sais. Non, je sais, mais tu sais, Mais c'est nous autres, plus on était insidieux. tellement séparés, là, tu sais, fille, garçon. Moi, quand ta polyvalente ouverte, j'y ai pas eu droit, là, mais tu sais, j'aurais aimé ça. Je pense que ça va Merci. s'améliorer. Ça s'améliore toujours. C'est juste que je vous annonce qu'il reste du chemin à faire. Oui, puis après, tu peux aller là. Anne et ensuite James. Allô? Ah, ben. Non. Cela dit, merci beaucoup parce que moi, ça me permet de développer un argumentaire. Ça me permet Ayez pas peur. de développer un argumentaire par rapport à ce discours-là qui prévaut dans la société que peut-être qu'on devrait séparer, revenir à l'ancien temps, puis séparer les garçons des filles pour favoriser la réussite des garçons. Fait que ça, en quelque part, moi, ça m'amène comme un argumentaire pour déconstruire toute Ces idées reçues-là, oui. Ouais. Puis, c'est ça par rapport à la question autochtone. Comme je disais, j'ai 56 ans, puis moi, quand j'allais à la polyvalente, on n'avait pas nos cours avec les gens de la communauté autochtone Ils avaient un local réservé à eux Wow. et on ne dînait pas avec eux autres. Puis, bon, à savoir, est-ce que c'était des mesures qui étaient en place pour éviter le racisme? Je ne crois pas parce que le mot racisme n'était pas vraiment à la mode dans ce temps-là. Mais en tout cas, heureusement, ça a changé. Ça, c'était juste une introduction. Ma question était, Catherine, à un moment donné, tu as parlé du code vestimentaire au secondaire, puis tu disais que c'était beaucoup dirigé vers les filles, puis que souvent, l'argumentaire qui était amené faisait référence à la culture du viol. Ouais. Est-ce que tu pourrais comme développer un petit peu? Oui, ça va me faire plaisir. Merci pour la question. Souvent, les codes vestimentaires vont dire, ben, il faut que tes culottes courtes ou ta jupe soient, tu sais, aux genoux, ou tu peux pas porter de bretelles spaghetti, ou tu peux pas porter de crop top, donc des vêtements qui sont plus portés par des filles. Puis comment c'est justifié? Ben, on entend encore des justifications comme pas déconcentrer les garçons dans la classe. Mais ça fait porter la responsabilité d'une agression aux filles. On peut parler d'hypersexualisation avec les élèves, on doit parler d'hypersexualisation, on doit parler de culture du consentement avec les élèves. Le code vestimentaire, on peut se questionner à quoi il sert, pourquoi on a un code vestimentaire, c'est quoi les éléments qu'on met dedans, pourquoi on les met, puis est-ce qu'on peut les appliquer de la même façon à tous les élèves? Est-ce qu'on peut les appliquer sur les corps gros, les corps minces de la même façon? Est-ce que je tolère qu'une élève qui a un corps gros
ait un crop top versus une élève qui a un corps qui répond plus aux standards de beauté. Tu sais, est-ce que j'applique mon code vestimentaire de la même façon? Fait qu'il y a plein d'enjeux sous-jacents au code vestimentaire, mais tu sais, il y a des démarches super le fun qui ont été faites avec l'école secondaire à Saint-Anne-des-Monts, l'école Gaspé Polyvalente School aussi à Gaspé, pour réfléchir à tous ces enjeux-là avec les élèves, avec le personnel enseignant, parce que le personnel enseignant, c'est lui qui applique le code vestimentaire. Il faut qu'il soit à l'aise de l'appliquer. Si on dit, ben c'est 10 ou 20 cm les culottes, est-ce que les enseignants vont aller mesurer? Tu sais, je pense pas. Fait que, c'est vraiment de se questionner sur qu'est-ce qu'on envoie comme message avec un code vestimentaire. Ben, ça s'améliore, ils font plus. Je pense pas. Oui. Peux-tu aller au micro? Juste pour les gens en ligne. Ben non, c'était par rapport à code vestimentaire aussi. Ouais. Moi, je trouve ça archaïque. Ouais. Vraiment con, là, qu'on n'ait pas plus d'éducation pour sensibiliser les gars en place de mettre de la blâme sur une fille parce que le monde s'habille d'elle. Ça par rapport. Moi, j'avais plus la question comment faire une approche à une école, mais vous avez quasiment répondu à la question déjà. Donc, merci. Ben c'est ça, c'est important d'impliquer et les élèves et le personnel enseignant dans une démarche de formation sur c'est quoi les enjeux du code vestimentaire, puis qu'est-ce qu'on veut, puis pourquoi on met tel règlement. C'est correct de se doter d'un code vestimentaire, mais la justification, quelle est-elle? Merci, Valentine. Ah, les gens sont revenus. Allô? Oh, merci. Ben merci pour la question. On va en prendre une dernière, ouais. Oh. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. OK. D'abord, j'avais juste une question de précision avant de poser mes deux Oui. petites questions. J'ai manqué les 2 premières minutes. Donc, c'est une étude qui a été faite sur le territoire de Gaspésie. C'est un projet qu'on mène depuis au moins 4 ans en Gaspésie et aux îles avec les milieux éducatifs. Je me demandais, est-ce qu'il y a comme une réalité, parce que vous n'en avez pas beaucoup parlé, comme d'écoles à 2 vitesses, surtout au secondaire, avec comme, je ne sais pas si c'est à 3 vitesses, comme école privée, école publique avec des programmes spéciaux et école régulière au secondaire. Est-ce que vous avez vu des différences, parce que notamment avec le sport-études, avec les programmes spéciaux qui peuvent être offerts au secondaire? Fait que ça, c'était ma première question. Puis l'autre, c'est par rapport à... Ah oui, vous n'avez peut-être pas d'école alternative sur votre territoire? Non, alternative publique. OK. Parce que j'ai une expérience de 3 ans comme parent avec mes filles dans une école alternative à Montréal. Puis j'ai trouvé que la différence entre ça et l'école régulière était énorme en termes de stéréotypes. Puis justement, à l'école alternative, il y avait une préoccupation d'éduquer de la même façon les garçons et les filles. Et par exemple, de donner des tâches aux garçons dans la classe parce que les enfants avaient des tâches, mais de ne pas les différencier. Parce que j'ai vu souvent, comme dans l'école régulière, on prend au primaire... J'ai-tu 3 hommes forts qui vont me déplacer la table? Oui, ça, ou bien on prend la petite fille super sage qui pourrait être presque le bras droit de l'enseignante, ou on la place dans le rang entre 2 élèves turbulents pour calmer les affaires. Ça, j'ai vu ça souvent avec mes enfants à l'école régulière. Mais à l'école alternative, jamais. Puis on donnait aussi beaucoup de de tâches de conciliation, de développer l'empathie chez les garçons, autant que chez les filles. Fait que on voyait les résultats de ça. Mais c'est vraiment le fun, merci de voir que ça existe. Au niveau des écoles à 2-3 vitesses, on n'a pas d'école privée sur le territoire. Puis, il y a des programmes de sport-études, mais c'est vraiment dans des... C'est pas payant. Ben, le hockey, sûrement un peu. Mais bref, c'est vraiment des programmes de parascolaires qui sont menés par des parents ou des intervenants qui ont vraiment à cœur de pouvoir offrir quelque chose de différent, mais c'est pas formalisé comme dans les centres urbains. Donc, c'est vraiment, à mon sens, un des avantages qu'on a en Gaspésie, c'est d'avoir une mixité sociale
dans nos écoles. On va devoir conclure là-dessus. Merci infiniment, Catherine. C'était très Merci. instructif. Une bonne main d'applaudissements.